Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 février 2025 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Regarder vers l'avenir sans oublier le passé, c'est actuellement l'état d'esprit du peuple malgache. La commémoration du 16e anniversaire du carnage du 7 février a eu lieu aujourd'hui devant la stèle des héros à Ambutruich. Le sacrifice des militants de 2009 reste gravé dans le cœur des patriotes. Selon le vice-président du Sénat à Antananarive, l'unité des Malgaches pour le développement demeure une priorité. Un reportage de Judika Ranjanerin et Antra Zanjabi. C'est ici, sur la place, devant le palais d'Ambutruich, où 48 manifestants ont perdu la vie le 7 février 2009, que s'est tenue cette cérémonie d'hommage. 16 ans plus tard, leur sang n'a pas été versé en vain et leur sacrifice continue d'unir les Malgaches dans leur engagement pour la nation. La commémoration de cette date historique ravive la mémoire collective. Elle nous rappelle qu'un combat a été mené, que des compatriotes, des amis et des proches ont donné leur vie pour un changement dans le pays. Tous les anciens combattants du mouvement, vêtus de blanc, se sont réunis pour honorer la mémoire des disparus. Qu'ils soient de la capitale ou venus de loin, tous affirment que ce combat n'a pas été vain, qu'il se poursuit. Ils réitèrent également leur soutien indéfectible au président Andradzuelen. Le combat d'aujourd'hui est la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration des conditions de vie de la population sous l'égide du président Andradzuelen. Madagascar écrit une nouvelle page de son histoire. En cette journée du 7 février, la population avance ensemble vers un avenir nouveau, tout en gardant en mémoire le chemin parcouru. En hommage aux héros de 2009, leurs noms gravés sur la pierre rappellent leur courage, désormais inscrit dans l'histoire. Et toujours dans ce contexte, de nombreux militants et associations ayant participé au mouvement de 2009 se sont rendus aujourd'hui devant la stèle du 7 février à Ambutruich pour y déposer des gerbes. Ils ont réaffirmé leur soutien au président Andradzuelen ainsi qu'au projet de développement du pays que ce dernier mène. Les dépôts de gerbes se sont succédés aujourd'hui sur la stèle du 7 février à Ambutruich. Les participants ont rendu hommage aux camarades de lutte et aux compatriotes qui ont perdu la vie lors de l'événement du 7 février 2009. Parmi eux, l'association AV7 qui y a activement pris part. Ils ont souligné que leur combat n'a pas été vain et qu'il se poursuit tout en soutenant les initiatives de développement mises en place par le président Andradzuelen. Outre les associations et les militants venus déposer des gerbes de fleurs à Ambutruich aujourd'hui, plusieurs membres du gouvernement et députés étaient également présents sur place. Dans les actualités également, la cérémonie officielle de prestation de serment et d'investiture de la nouvelle sénatrice Lalatina Rakuten-Jazaf, nommée hier, s'est tenue aujourd'hui. Selon elle, cette nomination témoigne de la confiance que lui accorde le président Andradzuelen. Elle a affirmé son engagement à soutenir le régime en place et à défendre les avancées réalisées en matière de développement. Le président du Sénat a quant à lui souligné que Lalatina Rakuten-Jazaf est une personnalité essentielle pour l'État. Il a également insisté sur le fait que le président Andradzuelen ne renie jamais ceux qui lui sont fidèles. Dès aujourd'hui, Lalatina Rakuten-Jazaf prend officiellement ses fonctions au Sénat après la publication du décret présidentiel annonçant sa nomination hier. Elle devient ainsi la 18e membre en exercice de la Chambre haute. La nouvelle sénatrice a réaffirmé que cette nomination est une marque de confiance du président Andradzuelen. Elle a déclaré publiquement qu'elle se tient fermement aux principes qui la guident et qu'elle renforcera davantage son soutien au gouvernement. Elle a également assuré qu'elle ne permettra pas que les efforts de développement entrepris soient anéantis. Il est désormais prouvé que le président Andradzuelen ne tourne pas le dos à ceux qui le soutiennent sincèrement,
Cette nomination démontre également que la Latine Rakout Jazaf est une personne indispensable, soutient le président du Sénat. Lors de la cérémonie d'investiture, le président du Sénat a rappelé que les sénateurs de Madagascar sont des personnes nobles et respectées. Il a aussi souligné que le Sénat demeure une institution d'État de grande importance. Et dans un tout autre sujet, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a ouvert un bureau de guide d'information et de documentation pour ceux qui en ont besoin à son siège à Mbouïda, notamment pour des autorisations, des demandes de dossiers, des doléances et bien d'autres. Le ministère est donc ouvert à tous du lundi au vendredi de 8h à 16h et joignable au numéro 261. Ce bureau a été officiellement ouvert aujourd'hui par le ministre David Ralamfrink. Le bureau du ministère de l'Industrialisation et du Commerce est désormais plus ouvert à tous. Ce bureau destiné à assister tous ceux qui ont besoin d'informations ou d'assistance, mais surtout à informer sur les activités du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, a été créé au siège du ministère à Mbouïda. Un bureau ouvert à tous, étudiants, opérateurs, entrepreneurs, chercheurs, tous citoyens concernés par les documents d'autorisation ou encore les documents pouvant être obtenus auprès du ministère du Commerce. Ce guichet central s'adresse à l'ensemble des usagers sans aucune distinction, qu'ils soient opérateurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient tout simplement à la recherche d'opportunités également, puisque au sein de ce guichet central, au-delà donc de la centralisation des différentes directions générales, l'industrialisation, le commerce et également l'administration proprement dite, nous avons un centre de documentation dans lequel nous allons mettre à disposition des usagers certains ordinateurs, certains manuels également, pour leur permettre d'accéder à ce qui peut se faire de mieux dans le monde en termes d'innovation, de recherche ou tout simplement de process. Ce nouveau bureau appelé Guide central de documentation et d'information contribue grandement à accélérer le traitement des documents au niveau de l'administration du ministère, car il va directement aux services concernés de chaque direction. Nous pensons et nous croyons fermement que ce nouveau dispositif au sein du ministère de l'Industrialisation et du Commerce nous permettra de réduire considérablement les délais de traitement de l'ensemble des dossiers qui nous sont confiés et de donner une meilleure satisfaction à l'ensemble des opérateurs et de ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure ou du commerce ou de l'industrialisation ou tout simplement du monde des affaires à Madagascar. Il existe également une base de données appelée CATI dans ce bureau qui est un centre d'appui à la technologie et à l'innovation qui aidera les PME et les industriels mais aussi les particuliers en quête de nouveaux secteurs, à savoir toutes les normes internationales et tous les éléments nécessaires pour sa création comme la fabrication du savon, la fabrication de l'huile et bien d'autres. Le numéro vert 261 du ministère de l'Industrialisation et du Commerce est également relié à ce bureau de guide d'information et de documentation pour recevoir toutes les informations et les doléances venant des consommateurs. Le maire de la commune de Talatamat, Elie Dominique, a réaffirmé sa volonté à collaborer avec le gouvernement. Selon le député IRD élu dans le district d'Amboudjatchim, cette ouverture est un levier essentiel pour accélérer le développement. Fadjessena Mirai et Asnara Falzanar nous en disent plus. Durant son mandat de 5 ans à la tête de la commune de Talatamat, le maire Elie Dominique compte mettre l'accent sur le volet social et les infrastructures au service de la population. Il entend poursuivre les stratégies de gestion qui ont permis à la commune de conserver un excédent budgétaire. Il a insisté sur l'importance de l'ouverture, notamment envers le gouvernement, pour favoriser le développement local. D'ailleurs, cette collaboration avait déjà été initiée lors de son premier mandat. Le député IRD élu dans le district d'Amboudjatchim, Johnny Rakoudouarsou, a pour sa part confirmé l'engagement du gouvernement à ne laisser aucune commune de côté, conformément aux déclarations du président de la République Andrazouel, et à poursuivre le développement à la base. La passation de pouvoir entre le maire intérimaire et Elie Dominique, réélu par la population pour un second mandat, a eu lieu hier. Le fonds du CLD, ou Comité local de développement, qui est une subvention gouvernementale pour le district de Betchouk, a été utilisé pour l'achat de motos pour les centres de santé de Betchouk.
La distribution a commencé pour les 10 centres de santé et elle se poursuivra dans d'autres communes, a indiqué le député Jean-Nicolas Radjenassoul, qui a confirmé que c'est la volonté du président Andrazouel qui a permis aux 120 districts de bénéficier du CLD. C'est Enran Irland pour plus de détails. Le fonds du CLD, ou Comité local de développement, pour le district de Bétchouk, a été utilisé pour l'achat de 10 motos qui vont être utilisées par les agents de santé, notamment dans les zones enclavées, mais également pour transporter des vaccins. Raison pour laquelle ces motos ont été distribuées au centre de santé. Lors de la cérémonie de remise de ces motos, le député local a également offert des matelas à ces centres de santé. Et puis, de nombreux quartiers du 6e arrondissement sont confrontés à des problèmes d'insécurité en raison du manque d'éclairage public. Pour y remédier, 1000 lampadaires solaires ont été installés dans les 31 Fouktani de la circonscription. Fin de Sénémireille. Le 6e arrondissement est souvent le théâtre d'actes d'insécurité, tels que des cambriolages et des vols à la tire. Le manque, voire l'absence totale d'éclairage dans certaines zones, favorise ces méfaits. Pour lutter contre ce fléau, 1000 lampadaires solaires ont été déployés dans les 31 Fouktanes de la commune. En plus des lampadaires installés sur la voie publique, certains ont également été placés au sein des écoles, explique la députée élue dans le 6e arrondissement, Tate Lirazana Mandimsou. Elle appelle la population à respecter et à prendre soin de ces infrastructures collectives. Les aires protégées, en particulier les ressources naturelles de la région d'Anos, font face à de nombreuses menaces actuellement en raison des pressions exercées sur elles. Cela inclut l'exploitation illicite et le trafic des ressources naturelles. Pour y faire face, la région d'Anos fait partie des régions qui bénéficieront du gestion des aires protégées et de la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic des ressources naturelles financées par le Fonds environnemental. Andniana Martina, Sech Anjanab. Les aires protégées et les ressources naturelles de la région d'Anos sont actuellement soumises à diverses pressions. Outre la lutte contre les incendies, l'une des priorités locales est également la lutte contre l'exploitation et le trafic illicite des ressources naturelles. Dans le cadre de la stratégie de protection des ressources naturelles dans la région Anos, ainsi que dans la partie sud de Madagascar, le projet financé par le Fonds environnemental à Madagascar est d'une importance capitale. Outre le fait que ces ressources naturelles de la région d'Anos constituent un patrimoine culturel et important pour l'environnement, elles sont également importantes pour l'économie de la région et le développement local, car elles attirent de nombreux touristes. Divers secteurs travaillent déjà ensemble pour protéger ces ressources naturelles, a déclaré le gouverneur de la région, et cela va être renforcé. En plus de la région d'Anos, la région d'Anjouy fait également partie des bénéficiaires de ce projet axé sur la gestion des aires protégées et la lutte contre l'exploitation illicite et le trafic des ressources naturelles. Une concertation a eu lieu hier sur le projet avec tous les acteurs et partenaires ainsi que la région d'Anos. Et santé, pour clore les actualités locales, le cancer peut être prévenu et traité selon les explications d'un médecin interrogé par nos journalistes dans le cadre de cette semaine dédiée à la sensibilisation sur cette maladie. La prévention repose principalement sur le mode de vie, a-t-il souligné, car dans la plupart des cas, le cancer ne vient pas de l'extérieur mais résulte de mutations internes au sein de l'organisme humain. Sylvain, Andiniana Martina, Zaranjiansu. On recense 7 types de cancers pouvant affecter le corps humain. Parmi eux, les plus fréquents sont le cancer du sein, du rein, du poumon, du col de l'utérus et du foie. Selon les médecins, le cancer est causé par une mutation anormale des cellules de l'organisme. Cette prolifération incontrôlée peut entraîner la formation de tumeurs et d'autres complications, pouvant ensuite se propager aux organes et à l'ensemble du corps. Le cancer est une maladie qui se soigne, affirme un spécialiste. Un dépistage précoce est essentiel pour faciliter le traitement, car la maladie évolue en plusieurs stades. Il est également possible de prévenir le cancer, et cette prévention repose en grande partie sur l'adoption d'un mode de vie sain.
La journée mondiale contre le cancer s'est tenue le 4 février dernier. Cette occasion a permis de rappeler l'importance du traitement, de la prévention et du soutien aux patients atteints de cette maladie. La première dame, Mial Razouel, a été parmi ceux qui ont manifesté leur solidarité envers les malades. Elle a déclaré sur sa page Facebook que c'est dans les moments difficiles que l'espoir est nécessaire et que dans les épreuves, la sérénité est essentielle. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie, sa vision de la vie change. Elle peut être envahie par le découragement, mais il faut toujours garder la volonté de se battre et de se relever. À l'international, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que les premiers avions de chasse de type Mirage 2000 avaient été remis à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a salué leur livraison, affirmant qu'ils renforceront les capacités de l'Ukraine à faire face à l'invasion russe. France 24. Ça y est, les premiers avions de chasse Mirage 2000 promis en juin dernier par la France sont en Ukraine. Une arrivée confirmée par le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Le 6 juin 2024, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de Mirage 2000 français à l'Ukraine. Les premiers d'entre eux sont arrivés en Ukraine aujourd'hui, avec à leur bord des pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France. Ils vont désormais participer à la défense du ciel ukrainien. Ce lot fait partie des 26 Mirages de la flotte française progressivement retirés du service au profit du Rafale. Bien que le nombre d'avions accordés à l'Ukraine n'ait pas été communiqué pour des raisons de sécurité, le pays devrait recevoir plusieurs Mirage 2005, les plus récents, modifiés pour les rendre plus aptes au combat air-sol et plus résistants au brouillage russe. Une annonce saluée par le président ukrainien. Je voudrais également remercier aujourd'hui la France et le président Macron personnellement pour avoir respecté nos accords. Notre armée de l'air est désormais complétée par des Mirages, des avions français. Et c'est une nouvelle étape dans le développement de l'aviation militaire ukrainienne. Nous pourrons effectuer plus de tâches. Je suis également reconnaissant envers les Pays-Bas pour une nouvelle livraison de F-16 et c'est important. La Norvège a également envoyé un premier lot de 6 avions de combat américains, mais pas sûr que ce soutien international soit suffisant pour repousser les forces russes qui continuent d'avancer dans l'Est. La France accueillera la semaine prochaine une conférence internationale avec ses principaux alliés européens, ainsi que le Royaume-Uni et les États-Unis, pour discuter du soutien à l'Ukraine. Et les Émirats arabes unis s'apprêtent à investir de 30 à 50 milliards d'euros en France pour la construction d'un data center géant au sein du plus grand campus axé sur l'intelligence artificielle en Europe. France 24. Une signature qui conforte la France dans la course à l'intelligence artificielle. Les Émirats arabes unis vont construire dans l'Hexagone un data center géant qui fera partie d'un campus axé sur l'IA. Représentant 30 à 50 milliards d'euros, d'une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à 1 gigawatt, cet espace serait le plus grand d'Europe. L'ampleur des activités et le volume des développements d'infrastructures envisagés dans le cadre de l'accord-cadre de coopération en matière d'IA entre la France et les Émirats arabes unis illustrent la richesse et le dynamisme de la relation entre les deux pays et positionne la France comme leader de l'IA en Europe. Une annonce qui ouvre sous de bons auspices le sommet mondial de l'IA à Paris. Le gouvernement souhaite profiter de cet événement pour annoncer ses tout derniers investissements, comme les 360 millions d'euros pour créer 9 clusters afin de former 100 000 personnes à l'IA d'ici 2030. Partout dans le monde entier, quand on parle d'intelligence artificielle, on a des talents français. Ils sont reconnus, on va continuer à les accompagner. Mais aussi l'annonce de 35 sites prêts à accueillir des data centers d'une amplitude de 1200 hectares au total. Depuis 2018, pas moins de 2,5 milliards d'euros ont été investis. Dès son premier mandat, Emmanuel Macron faisait de l'intelligence artificielle l'un de ses principaux projets. Je souhaite que la France soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions. Aujourd'hui, le gouvernement entend déployer l'IA même au sein du secteur public en proposant un équivalent de ChatGPT à tous ses agents. Objectif : utiliser l'IA pour gagner en productivité et pourquoi pas contribuer au redressement budgétaire.
Et enfin, pour terminer, l'État hébreu a déclaré préparer un plan pour un départ volontaire de Palestiniens de la bande de Gaza, malgré le tollé international provoqué par une proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine du territoire palestinien et d'un déplacement de sa population. France 24. C'est une proposition qui a été formulée officiellement aujourd'hui par Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, qui est très proche de Benyamin Netanyahou. Et cela montre que cela n'a rien d'improvisé. Les déclarations de Donald Trump, qui peuvent paraître être des déclarations à l'emporte-pièce, en vérité, sont le résultat de mois de négociations entre Israël et la nouvelle administration américaine. D'ailleurs, Bezalel Smotrich l'a reconnu aujourd'hui, le ministre d'extrême droite, ministre des Finances du gouvernement Netanyahou, a dit que depuis de longs mois, il y avait des discussions et que Joe Biden s'opposait à un tel plan, alors que Donald Trump, lui, s'y était montré favorable. C'est donc ce plan qui va désormais être mis à exécution, tenter d'être mis à exécution conjointement par les Américains et les Israéliens. Il n'y a pas de détails pour l'instant, mais cela consisterait à vider au moins d'une partie de sa population la bande de Gaza vers des pays voisins comme l'Égypte, la Jordanie, ou bien des pays plus lointains, le Canada par exemple. Aujourd'hui, s'est dit prêt à recevoir des Palestiniens, même s'il s'oppose à ce plan proposé par Donald Trump. L'Espagne, en revanche, s'y refuse. Mais les Israéliens semblent bien décidés à mener cela avec les États-Unis. Et ils ont indiqué que dès que la guerre sera finie, ils confieraient la bande de Gaza aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous comme tous les vendredis, tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Andjamalal. Au revoir et excellente soirée sur Viva.